disais tout à l'heure, je vais m'attacher à faire le lien entre les deux tables rondes et puis à aussi identifier les thématiques. On a déjà identifié tous les quatre des thématiques qui sont complémentaires et en même temps dans la même lignée. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord chacun de se présenter et puis vos grandes lignes de travaux aussi également. Donc bonjour à tous. Hélène Delbouic ici. Je suis maître de conférence en informatique appliquée. Je dirige un département d'informatique. Je fais de la recherche sur l'intelligence artificielle. Je suis membre de l'Institut du numérique responsable. Et c'est d'ailleurs en fait cette mission, c'est au travers de cette mission que j'ai été invitée aujourd'hui. Et je travaille aussi en tant qu'expert auprès de la Commission européenne sur l'accompagnement et l'innovation des ETI et des PME. Bonjour, Julien de Benedizi, je suis maître de conférence à l'école des mines de Saint-Étienne. Et je travaille avec plusieurs collègues à l'école sur la sobriété numérique, mais principalement sur la dimension humaine et managériale du phénomène, puisqu'on est en SHS. Donc ça change un petit peu de l'aspect très technique qui est traité principalement à l'école. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Cyprien Lefebvre, je suis fondateur et directeur d'une association qui s'appelle WeFund, qui a deux missions. La première, c'est de réduire le gaspillage électronique et la deuxième, c'est de lutter contre l'exclusion numérique. Et donc notre activité consiste à récupérer des ordinateurs usagés auprès d'entreprises et de collectivités, de les reconditionner, donc de les remettre à neuf et de les donner à des personnes qui en ont besoin et d'accompagner ces personnes à les former à utiliser le numérique pour faire toutes leurs démarches en ligne au quotidien. Et depuis 2018, on a reconditionné 1500 PC qu'on a donné à 1500 personnes. Et on cherche régulièrement des nouveaux partenaires avec lesquels travailler pour continuer notre mission. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de cette conférence. Alors, je pense qu'Adélaïde, tout le monde attend ta réponse. On va peut-être commencer par les outils. Ensuite, Julien nous présentera justement son projet sur la sobriété numérique dans les PME, donc comment les PME peuvent agir. Et puis, Cyprien, je te redonnerai la parole sur le côté plutôt matériel. Ok. J'avais prévu des slides qui vont peut-être passer. Donc, on va commencer par Julien du coup. Ah bah non. Alors c'est après. Alors, d'abord je vais présenter l'Institut du numérique responsable. Donc c'est un institut qui est sur 3 pays, France, Belgique et Suisse, qui est né en 2019 et qui agrège des ESN, des acteurs de l'inclusion numérique, des acteurs du reconditionnement et aussi des territoires avec une vision en fait 360 en fait du numérique responsable, une filière sur les territoires, on en parlera peut-être tout à l'heure, des développeurs qui sont dans cette phase A en tout cas fortement concernés par les outils qu'on a développés. Alors, je vais passer les slides. Ah, c'est inverse. Ok, c'est inverse. Alors, on est un think tank, mais aussi un do tank, dans le sens où, en fait, à l'INR, en fait, on produit des ressources. Alors, il y a des ressources numériques, et il y a des ressources qui correspondent à des guides. Donc ici, vous avez par exemple un guide que l'on a développé sur la question des bonnes pratiques du numérique responsable. Donc on est, nous, à chaque fois, lorsqu'on développe quelque chose sur un triptyque, économie, planète, et évidemment l'humain, puisqu'en fait la technologie doit être au service de l'humain. Alors, sur la question de la mesure, je vais pouvoir répondre à... Voilà. Alors, il existe en fait tout un tas d'outils qui permettent de mesurer en fait la production numérique. Donc, pour répondre à je ne sais plus qui avait posé la question. Alors, vous avez des outils, on va dire, en ligne, qui vous permettent, de la même façon que quand vous allez dans un supermarché, vous avez une lettre A, B, C, D, qui vous donne en fait une
une information sur, on va dire, le bien-être associé en fait, aux produits manufacturés, il existe en fait des outils en ligne qui en fait, vous permettent de qualifier par un score, on va dire, les sites internet. Donc c'est Castor Green, Ecoindex, Ecometer. Alors, au sein de l'INR, en fait, on a développé un outil qui s'appelle le Winner, avec l'Université de La Rochelle, qui, en fait, a pour objectif de recueillir un certain nombre de données qui sont multiples. Donc, par exemple, au sein d'une organisation, le nombre de périphériques qui sont utilisés par les membres de cette organisation, la typologie des data centers, est-ce qu'il y a du télétravail ou du travail, on va dire, sur site, etc. Et à partir de ça, il y a une analyse qui est faite et une publication ciblée, en fait un retour, une série de recommandations qui vont être données en fait à la structure. Voilà, donc l'outil est open source. Alors, on travaille avec nos amis belges et nos amis suisses au sein d'un groupement qui s'appelle EASIT. En fait, ça nous a permis en fait, de développer un guide, un référentiel en fait, de conception numérique responsable. Alors, vous pouvez taper sur Internet, hein, c'est le GR491. On est tous marcheurs, en fait, au départ. Marcheurs dans le sens où on adore la randonnée, donc on s'est dit que c'était assez rigolo de lier les deux. Et en fait, quand vous allez sur ce site, pour regarder, en fait, ce qu'est le référentiel de conception responsable des services numériques, vous avez, en fait, un certain nombre de recommandations qui vont être liées au back-end, au front-end, à l'architecture, au contenu, aux spécifications, à la stratégie, avec, par exemple, la question du choix du langage. On sait, par exemple, que selon la typologie de langage qu'on utilise, on va avoir un impact énergétique qui va varier de 1 à 100. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est assez important de le spécifier. Alors, après, on travaille aussi sur des sujets émergents. Alors, il y a deux sujets là en ce moment qui attirent fortement notre attention. Alors, c'est la question des environnements virtuels, de la 3D temps réel et du métaverse. Alors, donc, j'attends le haut le cœur, normalement, de certains informaticiens quand on dit métaverse. Mais après le haut le cœur, voilà, il y a quand même un sujet, parce qu'en tant que chercheur, il faut se poser la question et explorer aussi, déjà d'une chose. D'autres choses, il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle les thérapies immersives. Et on a plusieurs collègues dans des CHU qui ont par exemple qualifié et exprimé, en fait, notamment sur des personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson, que, en fait, il y avait, au travers de ces thérapies immersives, en fait, un coût évité, parce que là, ils parlent de coût évité, en tout cas dans leur publication, qui est associé en fait à un apaisement qui fait qu'en fait les dosages en fait médicamenteux sont réduits. Voilà. Donc ça nous a amené à nous dire bon il y a peut-être un sujet à gratter derrière ça. Et puis il y a un autre sujet et qui est peut-être aussi en lien avec le lieu, c'est la question industrielle. Alors pourquoi la question industrielle? Parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation. On a d'ailleurs une usine dans les locaux. Et donc, associé à ça, une hybridation, en fait, entre la tech et l'industrie, avec des budgets qui sont de services numériques qui sont en constante augmentation. Donc chez Tesla, ils estiment que le soft, c'est 20% de leur budget, à comparer avec Stellantis, qui est 7%. Et surtout, il y a un rapport de McKinsey qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui dit que sur la chaîne de valeur industrielle, il y aura 20 à 40% de la chaîne de valeur qui sera associée au soft. Donc voilà, nous on se dit, voilà, il y a un sujet sur cette question-là. Donc derrière ça, s'il y a 20 à 40% de la chaîne de valeur qui est associée au soft, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des compétences. Donc il y a un véritable enjeu derrière en fait le déploiement du numérique responsable, c'est les formations et les compétences associées, les compétences qui doivent être à mon sens
à la fois dans le soft, mais aussi dans le hard, et puis aussi des compétences aussi au niveau de la gestion des feuilles de route RSE, et voilà. Donc ce sont les sujets émergents que l'on traite en ce moment. Et puis, en partenariat avec les interconnectés associés à la Banque des territoires, on s'intéresse en fait à la question de la loi Rennes. Donc, je ne vais pas revenir sur les différents articles, puisqu'en fait, vous avez eu un petit topo quand nous, on était sur le chemin entre Le Puy et Charbonnières. Le sujet est devenu un peu sensible, parce que, comme vous le savez sûrement, les communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI de 50 000 habitants doivent en tout cas produire un premier jalon de leur feuille de route à l'horizon de janvier prochain. Et donc il y a la question des filières en local, la question des écosystèmes autour du développement du numérique responsable en région, au sein de l'EPCI, au sein de la commune, à développer. Alors, la loi Rennes, dans ses articles 1 et 2, elle met un focus sur la question de la formation, justement. Donc l'article 1 indique qu'il faudrait une sensibilisation en fait, des enjeux numériques dès le plus jeune âge. Alors il se trouve qu'en fait, au sein de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, on a commencé à travailler sur la question, ça fait maintenant 2 ans. On a expérimenté en fait dans des collèges et des lycées, qu'est-ce que c'est que, en fait, faire du numérique responsable. Donc on a créé un label qui s'appelle le label Écoloclic et qui correspond en fait à une typologie de public cycle 3. Alors pourquoi cycle 3 ? Donc cycle 3 c'est 6e, 5e, parce que c'est à ce moment-là en fait que les enfants ont leur premier ordinateur ou téléphone portable. Et donc on s'est dit, c'est peut-être au moment où les enfants ont leur premier périphérique numérique qu'on peut commencer à les sensibiliser au sujet, et les sensibiliser au sujet à différents niveaux, au niveau personnel, en les formant, mais aussi au niveau de l'établissement, parce que le numérique responsable, c'est tout un écosystème avec une réflexion sur, par exemple, comment on allonge la durée de vie des périphériques, comment on réduit les impressions papier au collège et au lycée. Et donc, fort de cette expérience, je me suis trompée, je vais aller dans le mauvais sens. Fort de cette expérience, en fait, l'expérimentation est terminée et aujourd'hui, en fait, on va passer à la phase 2 avec un déploiement au niveau national. Donc, on attend le feu vert du ministère de l'Éducation nationale. Voilà pour ma partie. Donc, tu nous as parlé des problématiques collectivités, les plus jeunes. Oui. Et du coup, Julien, pour les PME, sur l'étude sur la sobriété numérique, qu'est-ce que ça donne ? Et est-ce que tu peux peut-être, tout à l'heure, on avait des questions un peu pratiques, nous donner quelques bonnes pratiques qui sont ressorties de cette étude ? Ouais. Je vais revenir. En fait, on a... C'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. Super, merci. Donc c'est un projet qu'on a commencé en septembre 2021 avec 3 collègues de l'école des mines, Nadine Dubruc, Sophie Payon et Michel Mongo, et en partenariat également avec Digital League, parce que c'est Michael Ngo qui fait partie aussi un petit peu de l'équipe. L'objectif, c'est d'étudier les pratiques qui sont développées dans les PME et aussi ETI, les pratiques de sobriété numérique. On est parti de la littérature scientifique parce que c'est notre métier, qui identifie que le Green IT, on peut le découper selon les 3 formes de capital que vous voyez sur la planche. Un capital structurel, c'est finalement juste la dimension informatique du numérique, les serveurs, les machines, les logiciels. Une dimension humaine, parce que les utilisateurs utilisent le numérique, donc il faut les inclure dans cette démarche. Et une dimension relationnelle qui a trait à la politique de l'entreprise et aussi la dimension environnementale dans laquelle elle évolue. Donc à la fois environnementale au sens écologique, mais aussi écosystème, comme tu le disais, où il faut prendre en considération les fournisseurs de services, par exemple, numériques, que l'entreprise peut solliciter, les parties prenantes de l'entreprise, etc. Donc c'est un environnement assez large.
Donc on est parti de ces trois éléments. On a ensuite cherché dans la littérature, qui est assez pauvre sur les questions sobriété numérique pour l'instant, et en particulier sur les pratiques et les référentiels que les scientifiques pourraient proposer. Donc on s'est orienté vers notamment le référentiel proposé par greenIT.fr, qui est intéressant, qui est assez condensé en 70 pratiques. Le problème, c'est qu'il est très limité à la dimension structurelle du GreenIT. Vous retrouvez énormément de pratiques, mais principalement orientées sur comment améliorer et réduire l'empreinte environnementale de la dimension structurelle du numérique. Donc on est allé voir sur d'autres référentiels et on a adopté celui du SIGREF qui présente les dimensions humaines et relationnelles de manière un petit peu plus intéressante pour nous, parce que, je le répète, on est chercheurs en sciences humaines et sociales, et sans la dimension humaine et relationnelle managériale, on ne va pas faire grand-chose de notre côté. Donc on a adopté ce référentiel, et on en a proposé ensuite, dans un questionnaire, uniquement une liste de 30 questions. Parce qu'on l'a envoyé ensuite à des directeurs d'entreprise, ou alors à leur directeur des systèmes d'information, ou à leur directeur RSE. Et il fallait quand même que notre questionnaire soit suffisamment condensé pour ne pas leur demander de passer 1 heure sur un questionnaire. Donc on a limité à 30 questions, 10 par grand capital, pour que ce soit efficace. Les chiffres que vous voyez en face de chaque capital, c'est finalement... parce qu'on a appliqué une échelle de Likert de 1 à 5 pour évaluer le degré de maturité de chacune des pratiques, c'est finalement la hiérarchie un petit peu des formes de capitaux qui sont les plus représentatifs dans nos questions. Donc on voit bien que pour l'instant, les efforts des PME qu'on a questionnés, ils s'orientent plutôt sur les efforts liés au capital structurel de leur système d'information. Ensuite viennent seulement le capital humain et enfin le capital relationnel. Donc ça, c'est le résultat des 3 formes de capitaux. Et ensuite, vous avez la liste... ouais, merci. Vous avez la liste sur les 30 questions, les 30 pratiques qu'on a identifiées, les 10 premières qui interviennent. J'ai mis en face de chacun des numéros les lettres pour revenir sur la dimension humaine, relationnelle ou structurelle du système d'information. Et on voit quand même que le fait d'inciter les salariés, les sensibiliser à la démarche de la sobriété numérique, c'est la pratique la plus importante, sans quoi ensuite on ne pourra pas finalement les accompagner sur les autres pratiques qu'il va falloir mettre en œuvre pour arriver à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus sobre. Donc ça, c'est notre première étape dans le projet, qui est quasiment terminée sur la partie quantitative de questionnement des entreprises de manière assez large. Et on s'engage actuellement sur la deuxième étape, qui est de nature beaucoup plus qualitative, où on va rencontrer des directeurs et directrices d'entreprises qui ont répondu au questionnaire, pour aller un petit peu plus loin avec eux et déterminer comment ce processus de développement de la politique de sobriété numérique dans leur PME, elle a été développée. Comment ils s'y sont pris, quels ont été les freins, quels ont été au contraire les leviers, certains acteurs clés par exemple qui les ont un petit peu plus aidés dans la démarche, pour pouvoir avoir un panorama par rapport à ces pratiques sur les éléments qui facilitent et freinent leur mise en œuvre dans les entreprises. Et développer à terme une boîte à outils sur la base des entretiens qu'on aura eus et des pratiques identifiées, à destination des PME pour que celles qui ne sont pas encore engagées dans la démarche puissent plus facilement identifier ce qui est facile à mettre en œuvre, ce qui prendra peut-être un petit peu plus de temps, et du coup leur donner un petit tremplin pour s'engager dans la démarche. Voilà où en est le projet. Merci Julien. Alors Cyprien, toi tu es sur deux thématiques qui sont vraiment liées à ce qu'a fait Julien. Le travail sur l'équipement, et aussi quelque chose qui tient à cœur, tu me disais quand on a préparé la table ronde, c'est l'inclusion. Donc est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots s'il te plaît? Alors merci, effectivement nous le volet matériel est très important pour nous. On a pas mal de chiffres qui ont été dit tout à l'heure sur l'impact environnemental du numérique. Donc un ordinateur fixe, c'est 400 kg d'équivalent CO2 à chaque fois qu'il y en a un qui est fabriqué. Mais en fait au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fabrique un ordinateur, ça va être des gens qui vont travailler dans des mines
dans des conditions absolument horribles, pour des salaires ridicules, voire proches de l'esclavage, pour récupérer des matériaux qui vont servir à la fabrication de cet outil-là, par exemple, ou de l'ordinateur que vous avez entre les mains. Donc, ça, c'est un premier constat qu'on fait, qui est que, pour moi, le terme numérique responsable n'est pas approprié, dans le sens où à chaque fois qu'on utilise un terminal numérique, il a été fabriqué dans des conditions qu'on ne peut pas qualifier de responsables. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour nous, qui est important aussi, c'est que à chaque fois qu'on conçoit un service numérique, il y a des gens qui sont ici de la SNCF, par exemple, qui mettent en place des bornes pour acheter des billets, ou la numérisation des services publics avec la CAF, par exemple. À chaque fois qu'on met en place ces services numériques-là pour faciliter le travail des agents et d'une partie de la population, en fait, on va handicaper énormément de personnes qui n'ont pas accès au numérique parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires ou parce qu'ils n'ont pas le matériel, ou peut-être même parce qu'ils ne souhaitent pas aller sur le numérique. Aujourd'hui, on estime que 40% des personnes en précarité sociale sont en difficulté au numérique. Donc pour ces deux raisons-là, la raison environnementale sociale et la raison sur l'utilisation, moi je suis plutôt d'avis de dire que le numérique par essence n'est pas responsable. On peut essayer de le rendre moins polluant, moins problématique, mais par essence il n'est pas responsable pour nous. Il y a plein d'autres sujets sur le numérique, on pourrait parler des GAFAM, du fait qu'ils ne payent pas leurs impôts, on pourrait parler de l'économie de l'attention qui est un vrai problème aujourd'hui pour énormément de personnes. Je ne vais pas lister toute la liste, elle est trop longue, mais il y a beaucoup de sujets par rapport au numérique, mais ça apporte aussi énormément de choses et on l'a dit avant. Je pense que quelque chose qui est très important, c'est ce qui a été dit avant par la personne de l'ADEME qui était présente sur la définition de la sobriété numérique. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est repenser notre rapport avec le numérique et se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser le numérique dans ce contexte, à ce moment précis. Est-ce que c'est une nécessité ou pas? Et si ce n'est pas une nécessité, alors on s'en passe tout simplement. Parce que le numérique responsable, c'est comme l'énergie propre. En fait, l'énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le numérique responsable, c'est celui qu'on ne consomme pas non plus. Ça reste le premier levier d'action. Avant même de se dire on va supprimer des mails, on va faire des impressions en noir et blanc, la première chose à faire, c'est celle-là, c'est repenser notre lien avec le numérique. Une fois qu'on a repensé le lien avec le numérique, qu'on a minimisé son utilisation pour aller vers quelque chose de plus rationnel possible, en pensant à toutes les parties prenantes, aux utilisateurs, aux gens qui n'ont pas l'envie d'aller sur le numérique, à ce moment-là, on peut aller sur des boîtes à outils plus opérationnelles, faire des bilans carbone, supprimer vos mails, rallonger la durée de vie de vos machines et tout ça. Mais je pense qu'il faut commencer d'abord par se poser les bonnes questions. Voilà pour moi ce que je voulais dire sur cette partie-là. Merci. Est-ce que Julien, Adélaïde, vous voulez rajouter quelque chose? Non, on peut donner quelques chiffres. Lorsqu'on est allé sur la Lune, la RAM du PC, c'était l'équivalent d'un mail sans pièce jointe. Voilà.